Salut à toutes et à tous, c'est Rivanigno, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, on va attaquer la notion de macro et de pré-processing. Alors, des instructions de pré-processing, on en a déjà vu. On a vu par exemple include, donc include, je le rappelle, c'est simplement une copie en fait de ce qui se trouve dans le fichier qu'on est en train d'include dans notre fichier de travail. Là, en l'occurrence, notre fichier de travail, c'est le fichier qui s'appelle macro.cpp dans lequel il y a notre main. On a vu également rapidement, je crois dans la vidéo précédente, l'instruction de pré-processing pragma once. Alors, pragma once, c'est une instruction de pré-processing qui fait en sorte que ce qui se trouve dans le fichier ne soit inclus qu'une seule fois au moment de l'édition des liens. C'est-à-dire qu'au moment de générer l'exécutable, ce qui se trouve dans le fichier, lorsqu'on met pragma once, eh bien on s'assure que l'éditeur de liens ne le prend qu'une seule fois et ne fait pas des redéfinitions, ne fait pas des recréations de symboles, etc. Il faut savoir que des instructions de pré-processing, il y en a beaucoup d'autres. Il y a par exemple des instructions de pré-processing sous forme de structure conditionnelle. Effectivement, en C++, on a bien évidemment les structures conditionnelles standards, if, else, else if, mais il faut savoir qu'elles existent aussi sous forme d'instructions de pré-processing. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, une instruction de pré-processing, il faut toujours la faire démarrer par hashtag ou dièse si vous préférez. Et regardez là, on a une petite liste qui s'affiche. Donc, on va pas toutes les faire, on va pas faire error, on va pas faire undef, on va pas faire using, on va simplement faire quelques-unes de celles qui sont affichées ici. Donc, commençons par exemple par if. Alors, les instructions de pré-processing comme if, il faut les fermer. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose de ce genre-là. Hashtag endif. Ici, en fait, on comprend bien que cette endif là marque la fin du bloc de la structure conditionnelle de pré-processing en if qui a commencé ici. Donc là, ça veut dire qu'on commence ici et on termine là. Vous voyez que si je mets le curseur sur if, que je clique dessus, on voit bien que endif est aussi encadré en bleu. Donc là, ça marche pas parce qu'il faut une condition, il faut un paramètre en fait. Ce qu'on peut faire, c'est ici mettre if 0. Alors vous voyez que, regardez, si je mets if 0, en fait, là, vous l'avez pas vu clairement, mais notre main, en fait, ici, ce qui se passe quand je fais if 0, c'est que tout ce qu'il y a entre le if 0 et le endif, non seulement ça ne va pas être exécuté, mais en plus de ça, ça ne va même pas être compilé. C'est-à-dire que c'est encore plus puissant qu'un commentaire, par exemple en C++. C'est-à-dire que là, si je lance le programme, on va carrément avoir une erreur qui va nous dire que la fonction main, elle est introuvable. Il faut savoir que notre programme, par défaut, lorsqu'on l'a créé, au moment de créer notre projet, c'est un programme, et ce programme, il a forcément un point d'entrée, et ce point d'entrée, c'est la fonction main. Là, étant donné qu'elle n'est pas compilée parce qu'elle est à l'intérieur d'un bloc de pré-processing qui commence par if 0 qui veut dire n'exécute pas ce qui se trouve après, eh bien on n'a même pas de fonction main. Là, si je fais if 1, vous allez voir que hop, il y a un changement de couleur. Voilà, c'est tout de suite devenu plus clair. Et maintenant, en fait, si je lance le programme, eh bien on n'a plus de problème. Voilà, le programme se lance. Bon, bah il y a rien qui se passe, hein, évidemment, mais tout se lance correctement. Donc instruction de pré-processing en if. Donc if 0, si jamais en fait vous voulez même pas qu'une partie de votre code soit compilée, eh bien vous pouvez la mettre dans un bloc pré-processing qui commence par if 0. Par contre, n'oubliez pas de fermer votre bloc comme si vous fermiez votre bloc avec une accolade. Là, c'est pareil. Vous devez le fermer avec hashtag endif. Voilà, lorsque c'est un if. Ensuite, on a d'autres choses. Intéressons-nous maintenant à l'instruction de pré-processing qui s'appelle ifdef. Alors, ifdef, c'est un peu particulier. Ça rejoint un petit peu l'instruction de pré-processing qui s'appelle pragma once. C'est-à-dire que, en fait, là, ifdef, ça va faire en sorte de vérifier que la valeur qui suit, donc par exemple, si j'appelle ma valeur underscore coucou. D'accord, faisons comme ça. Underscore. Donc là, il faut savoir que c'est un petit peu une norme d'écrire les choses comme ça. Vous allez comprendre ce que c'est dans quelques secondes. Là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier que coucou existe. Si c'est pas le cas, eh bien, il ne va pas exécuter ce qui se trouve après. Donc là, vous voyez que tout de suite, ça s'est regrisé. Notre fonction main, elle est redevenue un petit peu opaque, un petit peu sombre. Ça veut dire que coucou n'existe pas. Dans les options de mon projet, donc vous connaissez, je fais clic droit sur mon projet, ma solution, je fais propriété. Et là, en fait, je vais développer C++, je vais aller dans préprocesseur. Et ici, dans les définitions de préprocesseur, si je rajoute donc underscore coucou underscore, je vais finir par un point virgule si jamais je veux en rajouter une. Je fais donc appliquer, ok, et là vous voyez que tout de suite il y a eu un changement de couleur, coucou est devenu violet et ma fonction main maintenant elle est de nouveau colorée, donc elle est plus grisée, elle va de nouveau être en fait compilée. Pourquoi? Parce que ma définition de pré-processing qui se trouve ici, elle existe. En revanche, si j'utilise une autre instruction de pré-processing qui s'appelle if and def, cette fonction de pré-processing en fait c'est l'inverse de if def qui veut dire si défini alors tu fais ça, là c'est l'inverse, c'est si c'est pas défini alors tu fais ça. Mais étant donné que notre définition de pré-processing coucou elle est définie, puisqu'on l'a rajouté dans les définitions de pré-processing de notre projet, eh bien en fait il n'exécute pas ce qui se trouve dans le bloc d'if and def. Pourquoi? Parce que coucou existe, tout simplement. Là on lui dit si elle n'existe pas, tu fais ça. Néanmoins étant donné qu'elle existe, eh bien on ne le fait pas.
ça ne sera pas exécuté. Regardez, je vérifie, je lance le programme, tac. Encore une fois, de nouveau, il ne trouve pas notre fonction main. Voilà. Alors pourquoi se servir des définitions de préprocessing? Eh bien, imaginons que on fasse plusieurs versions de notre programme, que pour une version donnée, eh bien, on exécute une partie du code, une partie du programme, pour une autre version, une autre partie, pour une autre version, une autre partie. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans nos fichiers, définir des choses. Regardez, si par exemple là, dans macro, je rouvre mon projet, je rajoute underscore bonjour, underscore, et appliquer. Donc là, je fais if not def coucou, je fais ce qu'on appelle un else defined underscore bonjour underscore, et bien là vous voyez que maintenant ça fonctionne. Vous voyez que notre main il est de nouveau fonctionnel, il va être de nouveau compilé. Pourquoi? Parce que ici on a dit si jamais coucou n'est pas défini, tu exécutes la suite. Néanmoins il est défini, donc on ne devrait pas rentrer là-dedans, mais on a rajouté une instruction de préprocessing qui lui dit else define. Ça veut dire si le premier n'est pas défini, on rentre dans le else define qui prend en paramètre bonjour. On regarde si bonjour est une définition de préprocessing qui existe. Elle existe puisqu'on vient de la rajouter. Du coup, eh bien, ça fonctionne. Qui vient ensuite, donc le main, eh bien, il sera compilé, puisque bonjour est une définition de préprocessing qui existe puisqu'on vient de la créer. Voilà, donc else define, c'est un petit peu le else if associé au if def ou if undef. Voilà. Il faut savoir que pour le if, je vous ai montré tout à l'heure, on a if 0 terminé par end if, donc toujours le end if, faut jamais l'oublier, c'est toujours ça qui va fermer en fait l'instruction de préprocessing. Pour if, on a elif. Donc par exemple, ici, regardez, je me débarrasse de ça, je fais if 1, là je mets elif 0, vous allez voir ce qui se passe. Et bien là, il n'y a plus rien qui s'exécute. Il n'y a même plus rien qui compile parce que on a surchargé, attention, pas du terme surchargé comme la surcharge de fonction ou d'opérateur, mais on a un if 1 qui veut dire entre guillemets que c'est bon, c'est-à-dire que ce qui suit va être exécuté. Néanmoins, à la suite, on a mis un elif 0 qui veut dire que là, attention, elif 0, on n'exécute pas. Donc tout ça, eh bien, ça n'est plus exécuté. Regardez, si je fais maintenant int main entre if et elif, voilà, vous voyez que ce qu'on a dans le premier if 1, eh bien, la fonction main, elle sera compilée, elle sera exécutée. Néanmoins, dans elif 0, qui revient en fait à faire un if 0, eh bien, c'est grisé et ça ne sera pas compilé, ça ne sera pas exécuté. Voilà. Donc, on a vu les principales instructions de préprocessing. Bon, faut savoir qu'il y en a d'autres. En fait, la dernière qu'on va voir, c'est l'instruction de préprocessing define et qui peut servir en fait à définir des constantes, des macros. Les macros, ce sont en fait en quelque sorte des fonctions, mais des fonctions qui sont au niveau préprocessing, donc pas au niveau compilation. C'est tout à fait différent de fonctions standards en C++. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va se débarrasser de tout ça, voilà, et on va se servir de l'instruction de préprocessing define pour définir une constante. On va faire en sorte de l'utiliser comme si on utilisait le mot-clé const en fait. Donc on commence par hashtag define, on donne son nom à cette constante, on va l'appeler pi par exemple, et on va faire 3.14f. Maintenant ici, si je fais std cout pi, et que je lance le programme, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, on a 3.14 qui s'affiche. Si j'essaie de la modifier, si je fais pi égale par exemple 4, eh bien j'ai une erreur. Si je lance le programme, vous allez voir que l'expression doit être une valeur modifiable. Donc en fait, on a exactement la même erreur que si on essayait de modifier une variable qui était préfixée avec le mot-clé const. Là, vous voyez qu'en fait, on peut se servir d'une instruction de préprocessing avec le mot-clé define, enfin avec l'instruction de préprocessing define, pardon, pour déclarer en fait une variable constante. Bon, en général, on évite de faire ça parce que c'est plutôt une technique utilisée en C. Donc bon, comme je vous l'ai dit, hein, tout ce qui vient du C, ça fonctionne, mais c'est un peu déprécié. En plus, on est en C++, donc autant se servir des fonctionnalités de C++ quand on fait du C++. Voilà, c'est logique, pas aller plus loin dans le raisonnement. Donc pour les constantes, c'est bon. Maintenant, essayons de définir ce que c'est qu'une macro. Donc une macro, c'est, comme je l'ai dit, c'est une fonction, mais c'est une fonction qui va être au niveau préprocessing, encore une fois. Comment on définit une macro? Eh bien, faisons par exemple une macro qui prend deux integers et qui va retourner le minimum entre les deux, donc le plus petit integer des deux integers qu'on rentre en argument. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà lui donner un nom à cette fonction. Ensuite, entre parenthèses, on va mettre juste x, y. Donc on va pas mettre les types, les macros en fait sont pas typés. Voilà, ce sont des instructions de préprocessing, elles ne sont pas typées avec des types de C ou de C++. Donc ce qu'on va faire ici, on va se servir d'un opérateur ternaire, tout simplement. On pourrait faire un if else, hein, on va faire plus simple, on va servir d'un opérateur ternaire. On va faire x supérieur à y, point d'interrogation y, autrement x. Voilà, tout simplement. Et ce qu'on va faire, étant donné que les macros sont pas typés, on est obligé de déclarer une variable d'un certain type, de lui assigner le résultat de la macro et ensuite de l'afficher, d'afficher cette variable là. Donc int result égale min. Alors ce que j'ai oublié de faire, c'est évidemment int a par exemple égale 5, int b égale 4 et je passe a et b en paramètre de la macro. Voilà. Donc là c'est une macro. Hein. Là vous voyez que elle a une couleur différente des fonctions standards en C++. Elle est violette un petit peu. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est pareil que pour coucou que j'ai déclaré tout
tout à l'heure, qui était une définition de pré-processing. Là, vous voyez qu'on a des couleurs qui sont différentes. Pour pi, c'était pareil. Quand j'ai défini la constante précédente, on voit qu'on a une couleur différente pour les macros. Donc dès que vous voyez cette couleur, bon après il y a des codes couleurs évidemment en fonction de votre IDE, il y a des codes couleurs en fonction de vos propres customisations, mais par défaut, les macros sont de cette couleur-là. Elles sont rose un peu violet quoi. Donc si vous voyez ça, c'est qu'il s'agit d'une macro et pas d'une fonction. Donc ici on voit bien que c'est la macro min qui est appelée. Maintenant on va afficher résultat comme ceci. Donc maintenant je vais lancer le programme et on a 4 qui s'affichent. Donc bah écoutez, c'est le résultat attendu, hein. Regardez, on prend le minimum entre A qui vaut 5 et B qui vaut 4, on a bien 4 qui est renvoyé, tout est normal. Alors maintenant, faisons en sorte d'un petit peu mettre à l'épreuve la syntaxe et la rigueur qu'il faut avoir quand on déclare et qu'on se sert, qu'on définit des macros. Regardez, si ici, maintenant, j'ajoute 2 à la variable résulte, je lance mon programme, on n'a pas un petit problème ici? Regardez, on a 4 qui s'affichent, mais on devrait pas avoir 6, parce que là, on a B qui est retourné, effectivement, puisque c'est le minimum entre A et B, mais résulte, elle est censée contenir le résultat de minimum, donc 4, plus 2, donc on est censé avoir 6. Et bien, en fait, ce qui se passe, c'est que une macro, lorsqu'on fait appel à une macro, ce que va faire le programme, ce que va faire le compilateur, c'est qu'il va simplement se contenter de copier et de coller le contenu de la macro à l'endroit où on y fait appel. Ce qui veut dire que là, en fait, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Mais étant donné qu'on se retrouve avec quelque chose comme ceci, et que ce qui est renvoyé par la macro à ce moment-là, c'est Y, puisque Y c'est B dans notre cas de figure, donc il est égal à 4, et bien le X plus 2, il va même pas être renvoyé, si vous voulez, c'est Y qui va être renvoyé, et il va pas exécuter le reste de l'instruction. Ce qui veut dire qu'ici, c'est normal qu'on n'ait pas 6 qui soit retourné, puisque c'est uniquement Y qui est retourné. Donc comment est-ce qu'on s'occupe de cette erreur? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle se produise pas? Parce que finalement, c'est une erreur, hein. Le résultat qu'on a, c'est pas du tout celui qu'on attend. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on va parenthéser notre macro, comme ceci. Si je parenthèse ma macro, maintenant je lance mon programme, on a bien 6 qui s'affichent. Et en fait, la bonne pratique voudrait qu'on parenthèse absolument tous les paramètres, comme ceci. Donc on met X entre parenthèses, on met Y entre parenthèses, celui-là aussi, et le dernier X aussi. Voilà. Comme ça, en fait, on s'assure que si jamais on fait des calculs un petit peu plus complexes à l'intérieur de notre macro, donc que le contenu de la macro contient plusieurs opérations sur des variables, sur des paramètres, et bien en fait, on s'assure qu'on n'a pas de problème de priorité d'opérateur sur les... qu'on n'a pas de problème d'un opérateur qui serait prioritaire sur un autre, ou si jamais on fait voilà des appels de macro comme ça et qu'on appelle des fonctions à côté, qu'on fait d'autres opérations, etc. Au moins, on s'assure que notre macro, ce qu'elle contient, et bien c'est vraiment ce qui va s'exécuter de manière unique à l'intérieur de la macro, et ce qui est à l'extérieur, et bien ça se passe de manière totalement indépendante. Voilà. Alors, avant de conclure cette vidéo, parlons un petit peu de l'utilité des macros, parce que c'est vrai que là, je vous ai montré comment déclarer, comment implémenter une macro, mais finalement, vous vous dites peut-être, ok, maintenant je sais faire, mais c'est quoi l'intérêt? Parce que du coup, quand est-ce que j'utilise une macro? Quand est-ce que j'utilise une fonction standard? Eh bien, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est ça dépend des cas de figure. Il y a des cas de figure dans lesquels les macros peuvent être très utiles. Par exemple, en OpenGL, qui est une API graphique avec laquelle on peut développer des moteurs de jeu, même des jeux directement, eh bien, on peut se servir de macros, par exemple, pour loguer, pour débugger, pour gérer les erreurs. Ça peut être très intéressant de passer par des macros, voilà, pour le faire. Parce que il faut savoir que, bon, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Les erreurs en OpenGL, c'est un petit peu compliqué. Donc, les macros peuvent être très utiles dans ce genre de situation. Ça peut être bien évidemment utile dans d'autres situations, comme des situations dans lesquelles on a besoin vraiment d'une performance accrue, c'est-à-dire qu'on a besoin que nos fonctions soient exécutées le plus vite possible. Il faut savoir que les macros sont plus rapides que les fonctions. Elles sont dans le pré-processing, il y a une couche d'interprétation en moins par rapport à une fonction C++, et donc les macros sont beaucoup plus rapides. Néanmoins, ça peut devenir compliqué si les macros sont trop longues. C'est un peu comme les fonctions inline qu'on va voir dans la vidéo suivante. Les fonctions inline, elles sont plus rapides que les fonctions normales, mais elles sont plus rapides à condition qu'elles soient relativement courtes. Et c'est pareil pour les macros. Il faut que les macros soient relativement courtes. Dans un cas de figure comme celui-ci, une fonction qui calcule un minimum, eh bien pourquoi pas utiliser une macro? Une macro, ça peut être super efficace, ça peut être plus rapide qu'une fonction. Donc dans ce genre de cas de figure, une fonction qui traite vraiment peu d'instructions, une fonction qui est très courte, une fonction qui ne nécessite pas des millions de calculs du processeur, eh bien une macro, ça peut être une bonne alternative à une fonction. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les machines dont on dispose, qui ont plusieurs cœurs, qui ont plusieurs threads, qui peuvent exécuter des milliards d'instructions à la seconde, avec des machines qui ont plusieurs gigaoctets de mémoire, c'est pas forcément souvent justifié d'utiliser des macros. En général, on va plutôt partir pour des fonctions parce qu'on veut pas s'embêter avec des instructions de pré-processing, on veut pas s'embêter avec des erreurs de lien, d'édition de liens, etc. On préfère rester vraiment dans le pur C++ et faire des fonctions C++. Voilà pour les macros, voilà pour les instructions de pré-processing. J'ai pas parlé de tout ce qu'il faut savoir, mais j'ai englobé, je pense, les bases. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!